pas se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 1h30 en compagnie de Marie Laforêt, Pierre Bénichou, Gérard Miller, Paul Vermus. Et un petit nouveau aujourd'hui, je vous présente Arnaud Crampon. Merci. Alors, pas de jeu de mots sur son nom, Pierre Bénichou, je vous vois déjà venir. Oui, Arnaud. Non, Crampon, évidemment. Ah, Crampon, pardon. C'est votre vrai nom, hein, Arnaud Crampon. Oui, c'est pas un surnom, oui. Pour vous situer un peu le personnage, Arnaud Crampon est humoriste, prépare un one-man show, journaliste, auteur. Je peux vous citer quelques phrases, il m'a envoyé des choses assez drôles. Vous venez de dire journaliste? Oui. Et vous travaillez où, jeune homme? Je suis plus journaliste, j'ai été journaliste en agence de presse. Et Pendant combien de temps? 3 ans. Pendant 3 ans. Vous voyez, c'est une plus grande formation que vous, Vermus. Non, vous venez de dire une erreur, là. Bon, vous avez une tête un peu banale, mais... Je vous retourne le compliment. C'est un connaisseur qui parle. Vous ressemblez un peu à tout le monde. Oh, Marie, commencez pas. Non, Allez, écoutez, Marie. Vermus, vous n'avez pas agressé un jeune homme qui débarque dans cette émission. Il est très mignon, il est très beau. Merci, moi, je vous Marie. le dis. Qui a des Moi, phrases j'aime bien plutôt Crampon. marrantes. Crampon, C'est oui. sur un petit dossier qu'il m'a envoyé que j'ai décidé de l'inviter parmi nous parce que y a des choses qui m'ont bien fait rire. Par exemple, mon rêve, c'était de devenir un champion cycliste. Malheureusement, j'ai peur des piqûres. Bon, bah, je trouve ça plutôt rigolo, vous voyez, hein, voilà, bon. Le cul, c'est quand t'es jeune. L'amour, c'est quand t'as plus le choix. Bon, bah. Ça vous rappelle pas des souvenirs, ça? Mais vous parlez pour vous, Paul Vermus. Ruquier. Je vous ai déjà dit que j'avais une vie affective assez riche, que beaucoup me jalousent. Crampon, t'en fais pas. Ici, quand Vermus parle, c'est comme si que rien arrive. Oui. Tu vois comme je veux dire, hein? S'il dit des méchancetés ou n'importe, tu prends ça comme une toile cirée, comme une toile cirée qui prendrait une goutte d'eau, tu vois. Ouais, ça glisse. Quand je pense qu'ils me l'ont mis à côté aujourd'hui, Eh mon ben, Dieu. faites-vous une raison. Oh là là, puis en plus il a une belle voix. Oh là, faites-vous une raison. Oh, et vous faites le malin, vous êtes habillé comme un notaire aujourd'hui, hein? Oui, Ou un il faut- croque-mort, je sais pas très bien. Il faut être habillé comme un notaire et penser comme un poète, et non pas être habillé comme un poète et penser comme un notaire, connard. Voilà. Oui, enfin, vous devez avoir des soucis avec votre banquier, vous, hein? En tout cas, d'ores et déjà, Thomas, un de nos plus fidèles auditeurs, car je crois reconnaître son prénom régulièrement dans les mails, il faut dire que c'est un prénom peu courant, Thomas, me dit « Bienvenue au petit nouveau Arnaud Crampon, pas facile de commencer aux côtés des grandes gueules comme celle d'aujourd'hui. Heureusement que Paul Vermus est là, à côté de lui, vous ne devriez que briller. » Vous voyez, c'est encourageant déjà. Oui. Très encourageant, bien sûr. Pourriez-vous indiquer à monsieur Bénichou, qui ne cesse de faire le monsieur je sais tout, que monsieur Proust n'est plus préfet de police depuis au moins 14 mois à Paris, puisqu'il est ministre d'État de la Principauté de Monaco et que le préfet de police actuel est monsieur Pierre Mutz. Merci pour ce temps retrouvé. Oh, c'est joli. Oh, c'est joli Oh, pour c'est monsieur vraiment Proust. joli. Bravo. Arrêtez d'enquiquiner Gérard Miller dans vos émissions. Moi, je l'aime, mon GG, dit un garçon qui s'appelle Gérard lui aussi. Au moins, lorsque j'envoie des courriers pour solliciter telle ou telle personne, c'est le seul qui répond. Même s'il répond négativement, en tout cas, il répond contrairement aux autres. Même Bénichou fait son malin, mais au niveau courrier, il n'est pas fortiche. Tous les ans, en effet, j'organise un stage de karaté self-défense, exclusivement féminin. Et j'ai pour l'occasion sollicité vos chroniqueurs et surtout vos chroniqueuses. Seul Gérard Miller a fait un courrier réponse. Vous êtes allé au championnat de Je n'y suis self-défense pas karaté allé. féminin? Je n'y suis pas allé, Laurent, mais combien de personnes m'écrivent, par mail évidemment, pour me dire à quel point personne ne répond. Je trouve ça absolument indigne. Vermus? À propos de combat, vous savez que Croyez j'ai 5 plaisanter. ou 6 ans de boxe française derrière moi. C'est pas vrai. Donc j'irai volontiers. Encore un nouveau mensonge. Non, vous savez très bien. Il est vraiment impayable. Pourquoi vous mettez ma parole en doute ainsi? Pas Non, du je vous tout. voyais plus en self-défense, moi. C'est assez rigolo, ouais. Vous débutez bien, jeune homme, hein. Monsieur Vermus, êtes-vous trop stupide ou trop de droite, m'écrit Olivier. Alors là, j'ai tout un dossier, hein. C'est à propos de votre tirade anti-Ségolène. Attendez, l'autre on a le jour. choix qu'entre stupide ou de droite, c'est tout. Comment pouvez-vous ignorer que si les impôts locaux et régionaux ont augmenté dans le Poitou-Charentes, ce n'est pas dû à Madame Ségolène, mais simplement à cause de la décentralisation voulue par le gouvernement Raffarin. Décentralisation qui, soit dit en passant, n'existait pas quand justement ce monsieur Raffarin était dans le Poitou-Charentes. Mais quand il fut Premier ministre, il a transféré les charges aux régions. Votre auditeur cherche des explications. Moi, Quel idiot ce Vermus, c'est un idiot, un très mauvais journaliste, je doute qu'il le soit vraiment tant il dit de conneries. Concernant Ségolène Royal, elle a augmenté certes les impôts, malheureusement c'est le cas de toutes les régions, de tous les départements et même les communes, étant donné que le gouvernement Raffarin a choisi la voie de la décentralisation sans le transfert des financements. La logique voudrait que les impôts vers l'État baissent, mais ce n'est pas le cas. Heureusement que Bénichou n'était pas là, car je pense qu'il lui en aurait collé une le jour où il a dit ça. Je donne des faits.
eux donnent des explications. Moi, je donne des faits et j'avais raison. Je dis que les impôts ont augmenté. Ce qui n'est pas le cas à Paris. Oui, mais vous l'avez accusée, elle. Je l'ai accusée parce qu'elle est présidente. Faut bien accuser quelqu'un. J'ai rien contre elle. Elle n'y était pour rien. Reconnaissez que j'ai... Vous avez même fait un papier dans François là-dessus. Oui, d'accord, mais Alors vous ferez le rectificatif. Mais j'ai pas de rectificatif à faire pour une bonne raison, c'est que mes informations sont exactes. Franchement. Monsieur Vermus, ce matin, je le certifie, je suis arrivé à Europe 1 dans la matinée pour préparer l'émission de l'après-midi. Il faisait froid. Or, aujourd'hui, vous êtes dans cette émission. Pour moi, ces deux faits sont absolument patents. Le froid ce matin et votre présence dans l'émission. Je vous accuse donc d'être à l'origine du froid qu'il y avait dans Paris ce matin. Et ne discutez pas, ce sont des faits. Non, mais qu'est-ce que... C'est un tribunal ici. Non, mais c'est exactement la méthode que vous avez employée, que vient d'utiliser Gérard. Je regarde simplement le budget de cette région, je vois que les impôts augmentent, et je le dis, mais j'ai rien contre elle, ce sont des faits, acceptez-le quand même. Non. Dans votre droit. Si. Alors écoutez, arrêtez, pas de langue de bois, pas d'hypocrisie. Vous pensez que je suis de parti pris? Oui. Non, alors, c'est ça. Vous pensez que je milite dans mon journal? Non. Oui. C'est ça. Eh ben, je me permettrai jamais ce genre de choses. Voilà. Vous venez de dire... Il y a une déontologie dans ce métier que vous ignorez, puisque vous n'êtes... D'abord, déontologie, déjà, tu ne devrais pas employer ce mot-là. D'abord, vous me parlez sur un autre ton. Mais métier, encore moins. Vous me parlez sur un autre ton. Métier, encore moins. Tu une sorte d'électron libre. Quand vous exercerez le métier de journaliste, je vous écouterai. Pour l'instant, écoutez, vous êtes en semi-retraite, alors soyez gentil. Monsieur Vermus, vous avez dit une phrase, je m'en voudrais qu'elle passe aux oubliettes. Vous avez dit il y a quelques secondes, je vous le certifie, je ne suis pas plus idiot que de droite. C'est vrai, vous êtes aussi idiot que de droite. Si vous avez déclaré la guerre, vous l'aurez. On se retrouve après la pub, à tout de suite. On va se gêner toujours avec Arnaud Crampon, Marie Laforêt, Gérard Miller, Pierre Bénichou et Paul Vermus. Il y a un mouvement de vent contre moi. Qu'est-ce qui vous fait rire, Gérard? Pendant la pause, Paul disait, écoutez, ce qui est absolument injuste dans tout ce qui a été dit, c'est que ce que j'ai dit sur Ségolène, je pourrais parfaitement le dire sur Villepin. Et à mes côtés, une voix féminine a simplement dit, c'est vrai, il pourrait dire n'importe quoi sur n'importe qui. Je trouve ça extrêmement drôle. Moi aussi, oui, enfin. Je vous citais. Oh, remarquez, il y a mieux que vous. Il y a Charles Pasqua. On va lui décerner quand même la phrase du jour à Charles Pasqua à propos, vous savez, de l'enterrement de Robert Felicciaggi, dit Bob l'Africain, qui a été assassiné à l'aéroport d'Ajaccio en fin de semaine dernière. C'était son enterrement hier. Et monsieur Pasqua, sénateur, a dit évidemment que l'assassinat de ce monsieur n'avait rien à voir avec des affaires de droit commun, ni françaises, ni africaines. Et c'est surtout cette partie de la phrase qui est intéressante. Monsieur Robert Felicciaggi n'avait que des amis en Corse. Et ça... Sauf un. Et ça, quand on vient d'être assassiné dans un aéroport, je trouve que c'est la phrase qui tue. Il n'avait que des amis en Corse, cet homme-là. C'est dans les films J'aurais peut-être dû américains. la faire avec l'accent. Oui. Il n'avait que des amis en Corse. Il y a encore mieux dans l'intervention de Pasqua, c'est qu'il dit c'est dans le droit fil de l'assassinat du préfet Erignac. Oui. Il faut pas manquer d'air. C'est-à-dire qu'il veut faire de ce malheureux qui est mort une personnalité administrative. En fait, tu vois, Oui, alors que le préfet Erignac était jusqu'à preuve du contraire un homme honnête, droit et C'était un symbole de l'État. Un symbole de l'État, oui, c'est ça. Vermus, puisqu'on parle d'homme douteux, dites donc, j'ai vu que vous alliez être racheté par un milliardaire russe, d'ailleurs qui est interdit de séjour dans notre pays. Alors comment peut-on diriger un journal français sans pouvoir mettre les pieds en France? Tout ça, c'est de la rumeur. Arkady Guedamac, c'est l'homme aussi qui a engagé Luis Fernandez comme entraîneur de Jérusalem, le club de foot, je parle. Ça paraît logique. Un personnage étonnant, c'est un personnage qui est très très glacial. Vous êtes dans son camp ou pas alors? Je sais bien que je suis dans tous les camps, mais sûrement pas dans celui-là quand même. Hein. Repreneur trouble de France Soir, nous annonce-t-on. C'est un personnage très étrange. Mêlé à un trafic d'armes avec l'Angola. Mais il n'a que des amis, dirait Charles Pasqua. Enfin, en tous les cas, je le connais pas. Je pense que c'est une énième manip pour la reprise de notre journal. Et je pense très sincèrement qu'il l'aura pas. C'est juste parce que la presse rouge était vide. Ah, c'est joli. 2 croissants et une bague. Là, voilà, je me tourne vers la seule femme de cette équipe aujourd'hui. Marie, est-ce que vous auriez craqué si Harrison Ford, puisque... Ça, de toute façon, il a pas besoin d'amener les croissants ni les bijoux, lui. Il vous fait craquer? Oui, ça, il a besoin de rien, lui. C'est qu'il a une nouvelle fiancée qui s'appelle Calista Flockhart et il l'a demandé en mariage parce qu'il n'était pas encore marié. Il vient de quitter son épouse. Je vous interromps, Laurent, oui. ou pas? Oui. Ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble avec Calista. Oui, mais ils ne sont pas mariés encore.
une nouvelle fiancée. Je vous signale que c'est une info de François aujourd'hui. Alors, mea culpa. Alors non, mais l'info du jour, c'est quoi? C'est comment il l'a demandé en mariage. Il a caché une bague surmontée d'un diamant dans les croissants du matin, un diamant de 2 carats. Ça veut dire qu'il est allé chercher au petit matin d'abord le petit-déj de sa fiancée, ce qui est sympathique. Il a pris le temps d'aller chez Tiffany acheter la bague de fiançailles. Et évidemment, donc, il compte l'épouser. Et il a pris le temps de le dire à la presse, parce que c'est quand même quelque chose de relativement privé. Je crois qu'ils vendent les croissants chez Tiffany. Vous savez que le film dont on parle tellement, ce Truman Capote, c'est justement son plus célèbre roman qui s'appelle Breakfast at Tiffany. Joué par Audrey Hepburn, évidemment, dans le célèbre film. Mais bien sûr, Truman Capote, comme on dit aux États-Unis, n'aimait pas du tout la version cinématographique. Oui, depuis que je fais Paris Première, tous les trucs que je sais quand même. Truman Capote n'aimait pas la version cinématographique de son roman. Vous connaissez beaucoup d'écrivains qui aiment la version cinématographique de leur roman? C'est rare. Très peu. Dumas adorait les versions ciématographiques. Balzac, effectivement. Balzac aimait bien, oui. Victor Hugo a beaucoup apprécié la comédie musicale. Gérard Miller, il suffit simplement que l'écrivain réalise lui-même adapte lui-même et réalise lui-même son propre roman. Comme Molière l'a fait pour le bourgeois gentilhomme au théâtre. Eh bien, Yann Moix, par exemple. Bravo, bon exemple, la Vermus. Merci, on applaudit maintenant. Enfin, une première info juste et bonne. Effectivement, Yann Moix, qui a écrit Podium, a réalisé lui-même le film tiré de son roman. Mais il aime pas trop. La différence entre Mozart et Yann Moix, c'est que Yann Moix était plus petit que Mozart, tu vois. J'ai pas bien compris le sens de votre pensée, hein. Je veux dire, on est en train de te parler de Balzac, de Victor Hugo, de machin, et tu dis, oui, mais Yann Moix, quand même, c'est tout toi, ça, mon Je viens de faire une vermusserie. J'ai dit qu'il était actuellement à l'Olympia. Il vient de terminer l'Olympia. Il part en tournée, Alain Souchon. Ça s'appelle une vermusserie. Vous reconnaissez vos erreurs, c'est bien. Mais vous savez, quand on travaille beaucoup, les erreurs, on en commet forcément. Mais bien sûr. On ne peut rien faire pour ne pas commettre d'erreurs. Absolument. Il y a des gens ici qui sont inactifs, alors je comprends qu'ils ne fassent jamais d'erreurs, hein. J'ai dit que je faisais une vermusserie. On reproche à monsieur Dominique de Villepin, et c'est dans le Canard enchaîné aujourd'hui, de faire lui des villepinades. Alors faire une villepinade, c'est dire quelque chose et tout de suite après, pas son contraire, mais je vais vous donner quelques exemples. C'est par exemple quand il a répondu à Claire Chazal au journal de 20h dimanche soir. C'est ça, faire une villepinade, c'est dire je suis à l'écoute des Français, à l'écoute de ceux qui manifestent, et d'ajouter tout de suite derrière, mais aussi à l'écoute de ceux qui veulent étudier et qui ne manifestent pas. Et il paraît que c'est le spécialiste du genre. Il dit j'entends les jeunes qui manifestent, j'entends la rue qui gronde, mais j'entends aussi les jeunes qui ne manifestent pas. J'écoute la rue qui gronde, mais j'écoute aussi la rue qui ne gronde pas. Il paraît que c'est le roi de ça. Ouais, c'est des villepineries, oui, plutôt que villepinades. Villepinades, ils disent dans le Canard enchaîné. Mais ils se trompent. Ah oui? Ouais, parce que Mazarinade, c'était des pamphlets contre Mazarin. Il y avait les raffinades aussi, la route est droite et vous vous souvenez de ça? Dans les raffineries, donc, si on... Je regrettais Jean-Pierre Raffarin. En tout cas, monsieur Chirac, hier, a apporté son soutien total depuis l'étranger, chose qui se fait assez rarement, puisque normalement, on ne parle pas de politique intérieure quand on est dans un autre pays. Mais il était en Allemagne, il a été interrogé sur son soutien au CPE de Dominique de Villepin, et monsieur Chirac a dit oui, bien sûr, je soutiens mon Premier ministre, cela va de soi, je le soutiens totalement et sans réserve. Voilà. C'est incroyable, parce que ce matin, à quel point ce pauvre Villepin peut être impopulaire maintenant. Je dis ce pauvre Villepin parce que on peut pas dire d'autre chose. Quand on entend M. Sérillon ce matin sur LCI qui dit ce qu'on reprochera de plus quand même à M. Villepin, c'est d'avoir plombé la fin du septennat de M. Chirac, de l'avoir enlevé toute chance de se présenter. Je veux dire, il y a un tir à boulet rouge contre Villepin qui n'est pas vraiment mérité, mais qui est à ce point nourri qu'on se demande s'il n'y a pas des raisons qu'on ne connaît pas. Alors les jeunes ont tenté de reprendre la Sorbonne hier soir. Dessus. Vous étiez avec eux, Gérard? J'étais pas avec eux, mais j'ai appris qu'ils s'étaient fait taper dessus. Quand même. Taper dessus, vraiment? Oui, plutôt plus intelligemment qu'on ne tapait sur nous. On peut taper intelligemment maintenant? Mais oui, mais écoutez, on tape entre guillemets intelligemment, c'est ce dont Sarkozy se félicite, c'est-à-dire que c'est vrai que le nombre de blessés dans ces manifestations a l'air, si les informations sont exactes, beaucoup moins important qu'à l'époque des Marcellin et autres ministres de l'Intérieur, c'est un fait. Vous avez les yeux qui pétillent de joie là, parce qu'on a parlé de la Sorbonne, des manifestations. C'est vrai que depuis un moment, vous n'êtes plus tout à fait le même là. Non, vous rajeunissez. Je rajeunis certainement quand il y a des manifestations. D'impatience. Ça me fait plus. Vous seriez pas payé par Sarkozy? Il n'est pas vraiment nul, hein,
notre ami, je te jure. Parce Ah que... si. Vous parlez de moi, là? Oui. Parce que c'est vrai que c'est un spectacle assez ignoble de voir ce type en disant l'action violente de la police. Quelle action violente de la police? Ils font leur métier de flic. Quand il y a une matraque qui s'abat sur un crâne, il y a ceux qui sont du côté du crâne et ceux qui sont du côté de la matraque. Et ben c'est comme ça. Mais vous êtes exalté, hein? Oh, Gérard. Vas-y, place-en une, crampon. Qu'est-ce qu'elle dit, Marie? Il y a Marie Laforêt qui parle avec le petit crampon. Et le crampon, à chaque fois qu'il parle, il est rouge. C'est sympathique. Oui, c'est. Ah, il faut c'est dire la que passion. les yeux de Marie en ont fait rougir plus d'un. Oui. Ça, c'est vrai. Ah, c'est ça qui vous intimide un peu, non? Et heureusement que c'est pas une radio naturiste parce que Non, elle vous intimide, Marie? Non. non, je la trouve superbe. Ah, tu es bon, toi. Non, vraiment superbe. Accroche-toi, crampon. Et je suis sûr. Oh non, vraiment, Pierre. Ah bah oui, je m'étais juré de pas la faire. Et puis voilà. Le plus dur avec Dominique de Villepin ce matin, c'est le journaliste Alain Duhamel qui titre son papier politique de la semaine dans C'est pas pour une Libération. fois qu'il est dur, lui. T'as vu la tête de mou qu'il a? Eh ben, Alors, ça, c'est C'est un formidable. ami de notre patron Jean-Pierre Elkabbach. Eh ben, j'aime beaucoup Monsieur Elkabbach. Villepin, l'erreur de casting, titre Duhamel ce matin dans Libé. Non, on n'a jamais lu quelque chose d'aussi dur sur le Premier ministre, écrit alors par Duhamel. Et Duhamel, en fait, rappelle qu'au lendemain du 29 mai 2005, date du désastre du référendum, la victoire du non, Nicolas Sarkozy, Jean-Louis Borloo, Michel Alliot-Marie et Dominique de Villepin étaient tous les quatre pressentis pour Matignon. Et on rappelle, et en tout cas Duhamel rappelle qu'évidemment Monsieur Chirac ne voulait à aucun prix de Sarkozy, c'eût été à ses yeux faire entrer le diable dans la maison. Il ne connaissait pas assez Jean-Louis Borloo pour lui confier les clés de l'hôtel Matignon. Et Jacques Chirac, aimant les visages familiers et les compagnons chevronnés, il a choisi plutôt que Madame Michel Alliot-Marie, Dominique de Villepin, un pari téméraire. En effet, écrit Duhamel, Monsieur de Villepin n'est certes ni un homme médiocre ni un personnage banal. Il a du feu et de l'énergie, du panache et du cran. Il n'a peur de rien ni de personne. De Villepin déborde d'idées et de projets. Il a des vues sur tout. Il conçoit son propre rôle avec une passion sacrificielle. Il regarde l'histoire comme un drame éternel et la politique comme une comédie dérisoire. Chirac l'a choisi comme on jette son dernier atout. Il voyait en lui le seul rival possible de Nicolas Sarkozy, le seul Premier ministre capable de remuer ciel et terre et de clore son dernier mandat par quelques réformes éclatantes. En fait, l'inexpérience politique et sa représentation chimérique de l'État et des dispositions de la société française font que Monsieur Dominique de Villepin est en train d'échouer. D'abord, il n'a jamais été élu. S'il aime aller sur le terrain, s'il finit par prendre plaisir à se frotter aux électeurs, il lui manque les 20 ans de labourage irremplaçable d'une circonscription qui permettent de commencer à comprendre les traits contradictoires et implacables français. En prime, il n'a jamais milité dans un parti, il considère les élus avec condescendance, ne dispose d'aucune base politique personnelle. Il a même d'emblée réduit son audience en bannissant de son gouvernement les fidèles de Juppé et de Sarkozy. Bref, il manque d'alliés dans la tempête. Non, mais c'est un tableau quand même assez... C'est comme toujours Duhamel. Alors c'est incroyable. C'est jamais Duhamel. faux, mais ça surprend jamais. C'est juste sur Duhamel, c'est quand même des duhamelades. C'est-à-dire ça consiste à dire, c'est un homme courageux mais qui par moments est lâche, c'est un homme intelligent mais qui fait des sottises, c'est un... Il dit une chose et son contraire. C'est du jus de poussière, c'est de la bouillie pour les chats, et moi je veux dire où elle est l'erreur de casting. C'est un ami L'erreur de de casting. N'exagérez pas. L'erreur de casting. C'est toi ici. Ça suffit. L'erreur de casting, c'est Duhamel dans Libération. Il y en a d'autres, hein, des erreurs de casting. Oui. Bah vous en êtes responsable, hein, Laurent Ruquier. Alors vous assumez On maintenant. peut dire une Quelle chose, c'est alalie. que toi, Moi, je voulais dire- François, c'est parfait. Hein. Oui. Oui, c'est Ah vrai. ouais. Oui. Est-ce que je suis le seul? Où vous voulez en venir, la Marie? Où vous voulez aller au bout de vos idées maintenant? Parce que là, vous êtes en train de Mais me vous savez- chercher. Oui. Oui, non, Je vous mais- écoute. Non, Je non, Vous savez, quand j'ai quelqu'un c'est dans le tout- collimateur, il y en a pour 6 mois. Hein. Le papier de Duhamel termine quand même par cette phrase. C'est un chef anxiogène, un réformateur ambigu et troublant. C'était un rêve chiracien. Ce n'est pas l'homme de la situation. Écoutez, c'est pas pour dire, mais hurler avec les loups, comme actuellement on le fait contre Villepin et Chirac, moi je dois dire, moi-même ça me gêne. C'est-à-dire quand je vois la couverture du Point sur Chirac, la tragédie, quand je vois tous ces gens-là qui à un moment donné sont du côté du manche et très rapidement courent de l'autre côté, moi ça me plaît pas. Il y a quelque chose qui m'a fait rire dans ce que vous m'avez raconté avant l'émission, Arnaud Crampon, c'est que vous dites Villepin a bouffé beaucoup de poulet pendant toutes les semaines qui passaient. Et là, pour régler le problème du CPE, il propose une dégustation d'étudiants la semaine prochaine. À ce qui paraît. Hein. C'est une idée pour s'en sortir. On va se gêner jusqu'à 18h avec Bénichou, Miller, Laforêt, Vermus, Arnaud Crampon.
Pas facile de prendre la parole avec cette assemblée. Ah non, c'est carrément... je vais prendre des pavés la prochaine fois pour... Mais prends des pavés, bien sûr. Ah bah voilà, j'en réjouis un. Mais je vais avoir un beau sujet pour vous. Là, c'est le prince Albert qui fait la une de VSD, de point de vue image du monde, le baiser qui enflamme Monaco. Parce que ça y est, on a la photo du prince Albert qui embrasse sur la bouche la fameuse Charlène, la championne de natation sud-africaine, cette jeune femme de 28 ans qui évoque grâce de Monaco. Il a promis de se marier un jour, et là, ça y est, on a la photo du baiser sur la bouche. Il n'y a plus aucun doute possible. Alors moi je trouve que c'est génial cette affaire d'Albert, parce que ce type dont tout le monde disait oui, il est avec un tel, il est avec un tel, tout le monde le voyait péder comme un phoque, et tout d'un coup, on le voit, c'est un baiser impénitent, il arrête pas de se taper des filles. Ou alors s'il donne le change, qu'est-ce qui se donne comme mal alors? Faut quand même se méfier des mecs qui ont fait du bobsleigh. Hein. Parce que ils ont une devise qui s'appelle après moi le déluge. Vous dites que c'est normal qu'il ait beaucoup de gonzesses, le prince. Bah oui, Albert. parce que quand on voit le nombre de gonzesses qui croient encore au prince charmant, c'est normal que lui, c'en il en est met un. pas mal en cloque. Hein. Ah, au moins, mais en ça, tout cas, c'est bien les nageuses parce que ça a l'habitude d'être sur le dos, donc c'est très bien. Ça fait mon petit crampon, quand tu grandiras, tu t'apercevras que c'est pas la position la plus intéressante, forcément. Hein. Vous pensez que l'histoire entre le prince Albert et cette nageuse ne va pas durer, même? Non, parce qu'une nageuse, elle va vite se faire chier sur un rocher, je pense. C'est pas idiot, hein, Non, c'est pas idiot. Comme commentaire. Il est très bon, je trouve, Crampon. Il est un peu plus du côté Vermus que du côté Muller, mais il est bon quand même. Je suis resté poli avec vous. Non, c'est une belle histoire, cette nageuse avec le prince Albert. On est content pour eux. Pour elle, Parce ouais. que vous y croyez, vous? Bah, évidemment, bien ça y sûr est. que Vous êtes d'une naïveté folle, hein. Dès que vous embrassez quelqu'un sur la bouche, vous croyez qu'il y a une histoire d'amour. vous. Ah bah, il est pas en train de lui refiler un chewing-gum, quand Bon, même. enfin, Il- tout le monde s'embrasse sur la bouche aujourd'hui. Ah, C'est- bah, c'est mon pas- Mon Dieu, bah, rien non. que d'y penser, ça m'a fait peur. Peut-être à France Soir, c'est bien, ça va pas dépayser le russe. Ah, il est bon, là. Ah oui, ça, votre milliardaire russe, là, il va vous embrasser sur la bouche. Eh ben, on l'embrassera sur la bouche. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, alors, il y a Ducruet, puisqu'on est à Monaco, qui veut réépouser Stéphanie. Ça, c'est dans le gala. Non. Ah oui. Il est gentil comme garçon, quand même. Oui, quand même, ça me fait plaisir aussi. Moi aussi. Ah non, il dit, je suis toujours amoureux d'elle, Stéphanie est l'amour de ma vie, et pourquoi pas la réépouser maintenant que le prince régnier n'est plus là. Après tout, c'est logique. Bon, moi, je le Tout rentre comprends. dans l'ordre. Je le comprends, je la trouve formidable, cette Stéphanie. Plus elle fait de conneries, plus je la trouve charmante. moi, C'est la j'adore. seule de la famille qui a un sourire bon. Non, elle est, Hein, elle est formidable. géniale. Mais Albert aussi, hein. Tous Vous les deux. connaissez tous les deux? Un Oui. petit peu. Hein. Moi, je Un petit connais peu, très bien, oui. moi aussi. Dans quelles circonstances est-ce que tu les as rencontrés? Au lit. Bon alors ça y est, hein, on tient le nom de la candidate française qui représentera nos couleurs en mai prochain à Athènes pour la finale mondiale de l'Eurovision. Ne riez pas, elle s'appelle Virginie Pouchin, elle est coiffeuse dans l'Ardèche. Mais qu'est-ce qu'elle est finaliste de quoi? Expliquez-nous, Laurent, c'est Ardèche qui vous fait rire, c'est Non, coiffeuse. c'est tout. Virginie Pouchin. Je ne sais pas pourquoi. Ah je trouve oui, que parce ça que fait pas nom d'artiste. Quand on s'appelle Ruquier, on peut se Oui, moquer c'est des ça, oui, Pouchins, oui. mais Ruquier qui a été élevé dans un HLM à Rouen, et c'est lui qui vient. Au Havre, monsieur. J'étais pas coiffeuse. J'ai pas eu mes diplômes. C'est une question de T'aurais bien CAP. voulu, hein. C'est une question de CAP, pas de disposition naturelle. Laurent Ruquier, on s'en fout, c'est un nom banal. Je suis Oui, d'accord avec justement. vous, Non, mais aussi, sympathique, aussi sympathique. banal que Virginie Pouchin, mais ça fait pas nom de chanteuse qui va représenter la France. Elle est dans un concours mondial à l'Eurovision. Elle aurait dû prendre un pseudo, je sais pas, faire quelque chose. Virginie Pouchin, enfin. Vous franchement. pensez pas la de son voix, nom, c'est moi. une bonne chanson, vous pensez? Now, ladies and gentlemen, Virginie Pouchin. Je trouve ça quand même La extraordinaire. chanteuse qui décoiffe. Oh, il paraît que c'était brillant. Je Hein. tiens à m'excuser auprès de tous les Pouchins qui nous écoutent. Bah, déjà, il va nous refiler la grippe chavière. Non mais franchement, il vaut mieux s'appeler Johnny Hallyday. C'est une émission où on doit se moquer de la France, Voilà. ici. Non, sérieusement. Non. Il faut s'appeler Ali machin ou John machin. Non. Qu'est-ce que ça veut dire? On s'appelle Virginie Pouchin, oui monsieur. Moi je m'appelle Virginie Pouchin. Non, vous je vous n'êtes l'avais caché jusqu'à présent. Je suis au nom de toutes les Virginie Pouchin. Je lance un cri d'alarme. Assez d'anti-France. Oui, Virginie Pouchin. Le seul truc qui est chiant. Pouchin, oui, crampon. Oui, c'est à moi. C'est Virginie Pouchin qui te le dit. Oui, ma petite Virginie, me disait mon papa.
pas. C'est comment qu'il s'appelait Albert Pouchin. Et il t'emmerde, mon père. Je suis désolé. Tu vas pas insulter ma mère aussi, ton cuillé, non? Vous avez connu Marie sa grand-mère, Pouchin. Marceline Pouchin. Marceline Elle faisait Pouchin. quoi déjà, Marceline Pouchin? Marceline Pouchin, Elle elle poussait était fort. hôtelière. Dans la rue du Croissant. C'est gentil, petite manière. Hein. Elle chantait déjà, donc. Ah oui. C'est une grande oui. famille de chanteurs, les Pouchins. Les Pouchins? Attendez, elle est... C'est une Non, mais dynastie, Laurent, les oui. Pouchins. Tu sais pas que sur leur maison, il y avait des notes de musique que les enfants mettaient tellement. Ils étaient garde-barrière. D'où la chanson Ah mon petit Pouchin, mon petit... C'est ça Mon rougin. Bien sûr. Dorfobin. Et c'est Camille qui a écrit la chanson. Pourquoi Camille? Le chanteur Camille. Non, je c'est crois. Corneille. 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 c'est- D'ailleurs, Camille, c'est une chanteuse. C'est une Gérard. chanteuse. Il y a longtemps que vous n'êtes plus allé à la main d'or. Vous êtes séparé de votre compagne Anaïs? Non, c'est Corneille, c'est ça. Je confonds Corneille et Camille, oui. Tu confonds Ah oui. Corneille et Camille. Oui. Ah. Oui, ça m'étonne pas. Hein. C'est Corneille. Voilà, et Faut voilà, dire je crois- qu'il y a une fille qui s'appelle Pouchin dont la chanson est écrite par Corneille, en pleine grippe aviaire. On va faire un malheur chez les Grecs. Oh, la petite Pouchin. Petite pouche. La petite Pouchin, je vais te dire un truc, hein. Elle est bien foutue. Si elle est bien foutue, ah bah dis donc. Non, j'ai la photo. Regardez, elle a l'air Ah, mignonne. faites voir. Virginie Pouchin, 26 ans. Elle n'a pas volé sa victoire. non. Nous dit Chez les Pouchins, on ne vole pas. C'est Voilà. une famille française, monsieur. Voilà. On ne vole pas. On laisse ça aux autres. Voilà. Et puis, non, mais c'est pas le fait qu'elle soit coiffeuse, ça. Moi, j'adore j'adore les coiffeuses. C'est pas non plus qu'elle vienne de l'Ardèche. Comme un- Mais en plus, on va la soutenir parce que je suis sûr qu'elle Bien chante sûr, très mais très bien bien. sûr. Les coiffeurs chantent généralement très bien, Pierre. Bien, Oui. mais oui, regardez Regardez. Amélie Poulain, par Oui, exemple. par exemple. Elle était coiffeuse aussi, Oui. à Montmartre. elle a fait un drôle de carrière. Virginie Pouchin, Amélie Poulain, c'est ça les noms. C'est la Maintenant. chanson de Serge Reggiani. Comment c'est cette chanson déjà? Je suis là, là, là. C'est Monsieur le coiffeur Non, de ça, Belleville, c'est- je suis le coiffeur de Belleville. le barbier de Belleville. Le barbier de Belleville. Fais, Laurent. Écoutez, pour rendre hommage à Virginie Pouchin, on va essayer de retrouver cette chanson d'ici la fin de l'émission, Gérard. bien. Je vous le promets. On a déjà le temps de la pub pour ça. faut À tout de pas suite. toucher. Faut pas toucher. non. Gérard Miller, Pierre Bénichou, Marie Laforêt, Paul Vermus, Arnaud Crampon. Voilà un nom normal, Arnaud Crampon. Marie Laforêt, ça c'est, voilà. Ouais, Ça, mais c'est pas le mien. Bon, moi, j'ai fait attention. quand mais elle même, non hein. plus, le pire c'est que c'est un pseudo, elle a Ah, pris le c'est- pseudo. C'est bien possible. Non, non, c'est pas possible. C'est impossible, réfléchissez un instant, dites pas n'importe quoi, Laurent, Ah oui. c'est pas un pseudo, c'est pas possible. Tout est possible. Moi, ce que Comme j'aime, si c'est moi par- je prenais un pseudo. Ce que j'aime, c'est parfois Oui, les, bah. les noms des salons de coiffure. Vous avez remarqué ça? Ceux qui essaient de trouver un nom original à leur salon diminutif. Vous avez vu ça déjà? Comment s'appelle votre salon de coiffure, vous, Pierre? Pierrot Géry, c'est mon copain, il s'appelle Géry, les coiffeurs inspirés. Non. Et tu as ajouté Quand maintenant... on était petit, il y avait dans le métro Mario et Leonardo, les coiffeurs inspirés. Ça me fait- Et tu as marqué visagiste aussi, hein. sous- Visagiste On aussi. est beaucoup écouté chez les coiffeurs, hein, il faut le dire, donc moi, on les j'en ai un salue. formidable, moi. Ah, vous en avez un Ah ouais, formidable? qui est juste Et à pourquoi côté. vous n'y allez pas alors? Comment ça, je n'y vais pas, j'y suis allé la semaine dernière. Guillaume Sénéchal, c'est avenue Matignon, là. Ah, Guillaume Sénéchal, bah voilà oui, un vrai ah nom. ouais. Voilà, Ah, voilà. mais lui, il n'est pas coiffeur, lui. Comment ça, il est maître capillaire, Non, il est monsieur. artiste capillaire, c'est pas Hein, pareil. il est ce qu'on appelle il est aussi barbier, c'est-à-dire il vous rase, ce qui de temps en temps Ah est bah, tout à tu fait vois que t'es pas agréable. le seul. tu nous... Et c'est un coiffeur formidable parce que chez lui, il y a absolument tout le monde chez Guillaume Sénéchal. Gérard, vous, Adopte-moi vous, pas. Gérard, Non, comment moi, il je ne s'appelle vais- votre teinturier, je vous? ne vais pas chez Guillaume. Attendez. Chez Guillaume Sénéchal. C'est quand même le seul. C'est le seul coiffeur où je rencontre quand même Giscard d'Estaing. On se demande ce qu'il vient y faire puisqu'il a plus de cheveux. Ah oui, évidemment. Ah ouais. Gérard, votre coiffeur, vous, c'est qui alors? Deuil en Moi, c'est 24 un heures. coiffeur du boulevard Comment vous dites Voltaire. deuil en 24 Qui heures? s'appelle Daniel. Moi, mon coiffeur s'appelle Daniel, sur le boulevard Voltaire. Il chante, il chante? Non, il ne chante pas, mais il est plutôt Vous avez- extrêmement vous avez une sympathique. légère Vous savez ce que calvitie, là. c'était d'ailleurs 24 heures sur les teintureries. Il y avait à l'époque où les gens se mettaient en noir quand il y avait un mort dans leur famille et qu'ils avaient, que c'était pas des riches, donc ils allaient faire teindre leur manteau ou leur costume. Et il y avait sur toutes les teintureries deuil en 24 heures, c'est-à-dire qu'on t'éteignait du jour au lendemain le veston. J'ai vraiment pas connu Les gens, ça. t'as alors, pas c'est- connu J'adore quand les moments où je m'aperçois que je suis plus jeune. J'ai jamais connu ça. Et deuil en 24 Deuil heures. en alors. 24 heures, je n'ai jamais vu ça dans une vitrine. Vous, Oui. Marie, vous vous coiffez vous-même. Voilà, je ne vais jamais chez le coiffeur. Et vous chantez. Donc finalement, Et finalement, comme quoi comme Virginie Pouchin. je pourrais être coiffeuse. Voilà, voilà. Vous, Crampon, Moi, je fais tout moi-même, moi. vous aussi. Ah ouais, ouais. Entièrement, Je tout à la main. Ça se voit, non Ouais. Oui. Oui, ça se Ouais. voit. Ouais. Je
parlais pas à vous. Et, Oh non, vous n'allez pas vous y mettre aussi Non, contre il faut Vernus. préciser aux auditeurs qui ne le connaissent pas, donc tu as des petites rouflaclettes, comment ça s'appelle? Rouflaquette. Je retrouvais plus le mot. Il a Rouflaquette. failli dire Roubignon, c'était une élégance. rouflaquettes, Rouflaquette. qu'elles sont plus proches de mes oreilles que de mon entrejambe, parce que rouflaquettes, ça peut être à 2 endroits. Oui, oui. Mais vos rouflaquettes, elles sont totalement démodées. C'était en mai 68 qu'on portait ça. Bah, écoutez, on est en plein Ce dedans. sont pas hein. des rouflaquettes, ce sont des pâtes. Voilà. Ah, des pâtes. Merci. Voilà le mot que je cherchais. Des C'est des pâtes, pâtes. pas des Mais Voilà. d'ailleurs, vous avez une tête démodée, parce que moi, en classe, j'avais plein de gens qui Allez-y, vous allez-y. ressemblaient comme ça dans la cour de récréation. Le vermuse, surtout quand il est solitaire. Hein. C'est une banalité effarante. Hein. Je sais. Oh, il y a quelque chose d'intéressant après. On va pas faire toute l'émission sur Madame Pouchin. Non. Mademoiselle Pouchin, si Pardon ça ne t'ennuie pas. Mademoiselle. Qu'est-ce que vous en savez? Elle est peut-être mariée, Virginie Pouchin. Non, elle est célibataire. On sait pas. Restons avec des noms bien français, comme dirait Pierre Bénichou. Madame Roselyne Bachelot, Ah, on qui va ne la va vie qui est pas, belle. qui ne va pas être contente, Roselyne Bachelot, quand elle va lire le Canard enchaîné aujourd'hui, parce que le Canard enchaîné retranscrit une conversation qui a eu lieu entre Nicolas Sarkozy et Gérard Longuet, alors que ces deux hommes visitaient le salon de l'agriculture le 2 mars dernier. Et il paraît que cette conversation, en plus, a été diffusée sur une radio. Monsieur Sarkozy arrive au stand des Pays de Loire. Il remarque un beau spécimen et il dit « C'est une vache du Maine-et-Loire ?» Monsieur Longuet lui répond « Roselyne Bachelot ». « Ah non !» répond l'éleveur qui lui dit « Roselyne, c'est une catégorie au-dessus !» Et Monsieur Sarkozy ajoute « Nous, on connaît Roselyne Bachelot, on l'a même présentée aux élections. » Et Longuet rajoute « Tu parles de la production laitière ou de la production de la viande ?» Ça, alors voilà, nous qui avions été accusés par Madame Bachelot ici de tenir des propos machistes à son égard, il va falloir qu'elle aille voir maintenant Monsieur Longuet et c'est Monsieur consternant, Sarkozy. ouais. Hein Moi, Et quand je pense dirais en qu'on tout paye cas- ces gens-là, tu t'imagines? Je dirais en tout cas, si ça peut la rassurer, que Madame Bachelot est éminemment sympathique et totalement désirable. Exactement, mais ça, moi je l'ai toujours pensé aussi. Oui, mais moi, c'est plus crédible. En tout cas, Roselyne Bachelot n'a pas non plus, elle, sa langue dans sa poche, cher Pierre. Alors là, vous allez un peu loin. Puisque le Canard enchaîné reprend aussi une interview qu'elle a accordée à l'Express où elle parlait de la première fois qu'elle était arrivée au Conseil des ministres, puisqu'elle fut ministre, et elle dit la première fois qu'on arrive au Conseil des ministres et qu'on voit les 40 gaziers, on comprend tout de suite qu'il s'y passera rien. C'est terrible quand oui. même. Hein. Mais, Elle était sarkozyste aujourd'hui, justement, pour se venger d'avoir été chassée du gouvernement par Chirac. Elle était devenue Sarkozy. Bah, elle va peut-être pas l'être longtemps après les propos entendus sur. Encore que Monsieur Sarkozy n'ait vraiment rien dit lui, c'est surtout Monsieur Longuet qui s'est amusé. Bon, bah, si c'est un concours, je vais te dire, ça va être difficile de les départager. Là, parce que Elle est en plus nul que bachelotage. ça. mais c'est- pourtant, elle est très aimée par Madame Chirac. Roselyne. Ouais. Parce qu'elle venait d'être virée du gouvernement. Elle disait un peu dans la presse des petits trucs pas gentils sur la façon dont elle a été virée, enfin pas gentils sur Chirac. Et il se trouve que j'étais dans une soirée mondaine. Eh bien, elle est arrivée, Madame Chirac était là. Elles ne se sont pas quittées, elles rigolaient comme des faux folles, toutes les deux, et tout ça, elles sont très copines. Voilà, c'est un truc parisien, tu vois, c'est le genre d'écho dont tu rêves, mon petit. Vous voulez pas me lâcher un peu? Moi, j'ai fait un débat avec la Bachelot la semaine dernière. Madame et Bartolone. Bachelot. La Bachelot maintenant. Si vous connaissiez un petit peu le landerneau politique, c'est ce que vous Oh, diriez, mais écoutez. comme vous êtes des ignares ici tous, à part mon ami Benichou, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La On dit la Bachelot. La oui. Bachelot. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans Bah ce rien, débat j'ai fait un débat avec Bartolone et Bachelot sur l'état de l'Europe aujourd'hui. Et c'est un vrai débatteur, Bachelot. Elle connaît bien son métier. Et c'est vrai que ses propos machistes, c'est exaspérant. Voilà. C'est vache. Non, mais c'est vrai que moi j'aurais aimé être dans ce débat. Sur le, mais qu'est-ce qu'il disait, Bartolone et... Je dîne avec Bachelot demain. Alors je vous en dirai plus après-demain. Voilà. Ah oui? Oui. Pas possible. La Bachelot. Oh, dis donc, le vernis. Quoi qu'elle dise, je dîne avec le vermus. Le vermus dîne avec la Bachelot. On dit Vermus tout court. Non, elle dit, je vais me faire vermus, chier ce soir. Allez, on se retrouve après la pub. On est bluffés. On va se gêner toujours avec Marie Laforêt, Pierre Bénichou, Gérard Miller, Nicolas Sarkozy. Oh, Nicolas Sarkozy. Mais qu'est-ce que c'est que ce lapsus? Nicolas qui avait essayé d'être discret depuis le début de l'émission. Vous n'êtes pas dans votre état normal. Nicolas Mais c'est- Sarkozy, Charles de Gaulle. En 11 ans de collaboration, vous n'avez jamais fait un lapsus Et Jeanne comme d'Arc. ça. On a Jeanne besoin d'Arc, de Jean collaborateurs. Il y a le SAMU qui vous attend en La double parole fil. est à monsieur Yves Montand. Non, mais
Je sais pas, je sais pas pourquoi je vois Verbus. Je dis Nicolas Sarkozy. C'est incroyable. Mais il y a une petite ressemblance, il y a un petit... Oui, Parce que j'ai animé un ou deux débats de l'UMP qui vont me prendre pour Sarkozy, quand même. Ouais. Bah, écoutez, Ah, voilà, Je pense qu'un peu de repos vous ferait le plus grand bien. Non, c'est que j'ose plus dire votre nom, en fait. C'est Ouais, ça. pas du- Et Arnaud Crampon, voilà, je termine Voilà. quand même. On va aborder un débat intéressant, le distributeur de seringues qui inquiète certains maires dans certains arrondissements. Des boîtiers métalliques frappés d'une croix verte vissés sur le trottoir et sur lesquels il est écrit ce Distribox, puisque c'est ainsi qu'on doit les appeler. Ce Distribox n'a pour objet d'encourager l'usage des stupéfiants mais d'aider à la lutte contre l'hépatite et le sida. Il faut savoir que certains arrondissements ont dit oui à l'installation de ces distributeurs récupérateurs de seringues et d'autres ont dit non. Certains maires, comme d'ailleurs Françoise de Panafieux et quelques autres, ont dit Monsieur Sarr, d'ailleurs votre maire dans le 11e arrondissement, cher Gérard Miller, ont dit non, refus systématique pour ces demandes d'implantation de distributeurs de seringues à ridicule de l'usage dire- des toxicomanes. Je trouve que c'est ridicule de dire non. C'est vrai que ça avait eu un truc, il y a eu une interview d'un passant rue Marcadet qui a dit mais pourquoi des seringues, ils sont malades ou quoi? Bon, c'est assez marrant. De droite comme de gauche, on doit favoriser la vente ou l'offre de capotes anglaises, enfin de préservatifs et de seringues pour pas que les gens tombent malades. Enfin, voit qu'ils se trompent, c'est hein, évident. Mais Enfin, en je veux fait, dire, comment un type comme Sarr peut être assez con? Tu me diras si je peux me permettre ce pléonasme pour revendiquer le refus de ce genre de Oui, choses. parce que, non, ce qu'il faut préciser, mais c'est peut-être évident pour tout le monde, que c'est l'échange de seringues entre toxicomanes, par exemple, qui provoque énormément de dégâts. Alors, il y a évidemment le responsable de l'association SAFE qui a installé tous ces distributeurs de seringues dans les différents arrondissements qui ont bien voulu, qui dit ce n'est pas, et c'est la vraie phrase qu'il faut entendre, ce n'est pas parce qu'on installe un distributeur qu'on attire les toxicos, c'est parce qu'il y a des toxicos qu'on doit installer des distributeurs. C'est évidemment C'est comme les J'aime distributeurs pareil. de capotes un peu. Hein. C'est pas parce on installe des distributeurs de capotes qu'on arrive à attire les tirer un tireurs. coup. Ouais, voilà. Encore une fois, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire utiliser des préservatifs, c'est dans le cadre d'une vie sexuelle qui n'a rien à voir avec l'usage des drogues. C'est drôle comme les images, je comprends bien pourquoi, viennent à l'esprit. Ça n'a rien à voir. Et le Non, responsable ça de à voir, l'association ça à dit voir, quand même justement. quelque chose d'intéressant. Il dit 6 des 20 arrondissements parisiens sont ainsi dépourvus de tout Distribox. Si le besoin ne se fait pas sentir pour les 4e, 5e, 8e, 16e arrondissements, c'est loin d'être le cas pour les 11e et 17e arrondissements. Ce qui veut dire quand même, donc il reproche à Monsieur Sarr et même Panafieux de ne pas en avoir voulu dans leur arrondissement 17e et 11e, mais que quand même, en gros, dans le 8e et dans le 16e arrondissement, on n'en aurait pas besoin. Alors, ça veut dire quoi? Qu'on se drogue pas dans ces arrondissements-là, ou que les gens sont suffisamment friqués pour s'acheter leurs seringues? Ils sont suffisamment friqués pour acheter leur seringue. C'est ça. Non, cela dit, quand tu dis qu'il n'y a aucun rapport entre la toxicomanie et la distribution de préservatifs, c'est idiot, puisque tu sais bien que les toxicomanes sont ceux qui sont le plus atteints par le sida. Bien sûr, mais je veux dire par Donc- là que je veux dire par là que je serais horrifié si on imaginait qu'il y ait dans un lycée des distributions de seringues. Alors je suis absolument pour qu'il y ait des distributions de préservatifs. Le préservatif est quelque chose d'anodin, d'utile, que tout le monde peut utiliser, évidemment. Ce n'est pas le cas pour la seringue. C'est juste cette petite remarque-là. Je ne suis pas pour qu'on terrifie les populations avec tous ces objets qui sont dans des distributeurs. Ce ne sont pas les mêmes objets. C'est juste une petite remarque en passant. Que tout le monde Ouais. peut utiliser, faut pouvoir utiliser Bah, le préservatif. c'est ce que j'allais Gérard, dire. Pourquoi faut être en forme. Bah, Ah, d'accord. Ouais, bien sûr. Parce que moi, j'essayais de me faire une piqûre avec un préservatif, je suis pas arrivé. Vermus, vous n'avez rien dit sur ce sujet. Non, je vous laisse parler puisque vous connaissez bien le sujet. Et vous savez, moi, quand je sais pas, je ne dis rien. Alors, je ne dis rien. Voilà, je me tais. C'est mieux pour classe. vous. Voilà. Quand vous ne Quelle savez pas, vous leçon. ne dites rien, vous écrivez. Mais pourquoi vous me cherchez comme ça aujourd'hui? Non, mais c'est vrai, hein. Aujourd'hui, en tout cas, c'est la 6e journée nationale du sommeil. 40 centres spécialisés dans le sommeil ouvrent leurs portes dans 33 villes françaises. Objectif, informer et sensibiliser le public et les professionnels de santé aux troubles du sommeil. 28% des Français seraient concernés par l'insomnie, mais pas seulement l'insomnie, les apnées du sommeil. Ça, c'est plutôt votre truc, vous, Pierre, hein, l'apnée du sommeil. Ou le syndrome des jambes sans repos. Ça, je ne connaissais pas ça. Ah, c'est terrible. ouais, ça. ça C'est c'est quoi, terrible. le syndrome des jambes sans repos? Des fourmis terribles. Tu bouges les jambes tout le temps. Oui, tout le temps. Ah oui? Mais moi, je bouge les jambes tout le temps, Eh mais ben pas, oui, mais pas oui. quand je dors. Quand vous marchez, vous bougez les jambes. Oui, Vermus, c'est bien ça. Ouais. Non, mais pas- quand je suis assis, par exemple, je fais partie de ces gens.
qui, si on regarde sous la table, sauf quand j'arrive à bloquer mes pieds sous une chaise, qui a toujours une jambe qui bouge, c'est vrai. Ouais, mais Vous avez ce phénomène incroyable aussi quand vous Et êtes dans votre les oreilles sommeil. aussi qui bougent chez toi. Non, vous êtes dans T'es vous obligé êtes de dans, mettre un bouge. casque. vous êtes dans votre sommeil. J'ai tout qui bouge, j'aurais dû travailler à la poste. Non, vous êtes dans votre sommeil et subitement vous avez vous avez l'impression de tomber, vous avez une jambe qui s'envole comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non, Vous comprenez? non, Ah, non, bon, non. Bien, vous très comprenez, bien. vous Marie? Non, Non. non. Bon, et vous comprenez? Bien entendu, je Bon, comprends. alors vous allez expliquer, alors si vous avez compris ce que Il y a des j'arrive pas à moments où vous expliquer. commencez notamment au moment de l'endormissement, vous êtes en train parfois de rêvasser ou de rêver déjà, et puis à un moment donné, vous avez un sentiment comme ça physique qui se traduit en effet par l'impression de tomber quelque part. Ah mais moi Bien c'est sûr. pas tomber, c'est rentrer dans une voiture qui se trouve devant moi. Je me réveille encore la nuit dernière. D'un seul coup, je me réveille en sursaut et je viens de rentrer, de choquer la voiture. Et c'était alors. Ça, c'est sexuel, ça. Je vais vous dire même, c'est terrible. C'était la Fiat Uno, la c'est incroyable, fameuse. ça, ouais. Ah ben je peux vous dire la marque, la fameuse Fiat Uno du fond de C'est l'Allemagne. très freudien, Les ça. nuits sont moi j'ai rêvé cette nuit. Non mais c'est vrai en plus. Et hier j'ai rêvé que je recevais l'audience d'une émission, de mon émission, et je faisais 2 points. 2 points c'est C'est quasiment énorme. 0, c'est le renvoi. C'est énorme pour Je toi, vais quand même. immédiatement voir mon directeur pour avoir l'audience de l'émission de dimanche. J'ai fait 17, jamais fait un si bon score. Vous voyez les rêves Comment il a prémonitoires. réussi à le placer? Les rêves prémonitoires. C'est du pipeau, les rêves prémonitoires. Parce que franchement, personne s'en était rendu compte. Hein. Par exemple, là, on peut le faire, ça, Vermus. Moi aussi, pas. Je rêvais hier que, Hier que la j'avais salle pas au de théâtre de Marigny était mais vide pour applaudir Régis Laspalès au Marigny. Heureusement, j'appelle le théâtre. Mais faites le mieux, jouez Plein à le mieux. craquer, vous voyez. Moi, je suis capable de le faire. Jouez le mieux, jouez le mieux. Ah, Gérard, on n'est pas Mais fait un oui. rêve comme ça? Non, mais vous Moi, savez je ce que dit tombe Freud justement sur les réussites et les échecs. On va voir si c'est vrai, je le dis de temps en temps. Moi, ça s'est toujours vérifié. Freud dit que dans les rêves, lorsque par exemple on a dans la vie réussi des examens et raté d'autres, on rêve toujours qu'on rate dans les rêves les examens qu'on a réussi. Il disait par exemple, moi j'ai réussi tel examen de médecine, je rêvais tout le temps que je les ratais, par contre j'ai raté tel concours, jamais je n'ai rêvé que je ratais ce concours. Je trouve ça très juste. Est-ce que vous, par exemple, qui avez le bac, vous avez déjà rêvé que vous ratiez le bac? Oui, mais par contre vous n'avez jamais rêvé sans doute que vous ratiez d'autres concours que vous avez dans la réalité rêvé. Le rêve vient vous rassurer sur Ben, vos c'est le capacités. contraire. Moi j'ai rêvé, je me souviens, parce que je n'oublie pas que j'avais 11,5 à mon BEPC, Ouais. puis je vais voir les résultats, j'avais 7. Voilà, donc c'est le contraire Ah, de ce que oui, je Mais viens non, de mais dire. ça, vous rêvez avant, on parle pas des rêves oui. supposés. Vous avez eu 7 au BEPC. Ben voilà, ça, vous c'est n'allez une pas dire que ça vous information. étonne quand même. Ça fait de la pub pour C'est François. énorme, c'est énorme. Ne vous moquez pas, c'est normal. On a tous rêvé un jour d'avoir 11,5 au BEP. Non mais c'est vrai, il rêvait qu'il avait 11,5 au BEP. Bon, écoutez, vous vous rendez compte le niveau? Non mais attendez, on parle du rêve. Quel âge il avait? Là, vraiment, vous êtes injuste, Pierre, puisqu'évidemment, s'il a rêvé ça avant d'avoir les résultats, c'est que c'était un tout petit Non, il a gamin. rêvé de ça hier. Mais non, Non, puisqu'il j'aimerais est qu'on allé oublie mon cas. vérifier. Vous êtes gentil, vous m'oubliez un petit peu maintenant. Passez à autre chose. On passe Allez. à la pub et on se retrouve après. Paul Vermus, Marie Laforêt, Gérard Miller, Arnaud Crampon, Pierre Bénichou et Serge Liado au téléphone. Bonjour Serge. Bonjour messieurs, bonjour Marie. Bonjour. Bonjour Serge. Aujourd'hui, vous intéressez à quelque chose de formidable, une chanson de Brel, et ce que vous allez nous proposer est assez éloquent, je dois dire. Il faut que je vous prévienne, vous allez avoir l'impression d'une hallucination auditive. C'est pas une blague. Amsterdam, vous savez la fameuse chanson que Brel avait immortalisée à l'Olympia en 64. Dans les ports d'Amsterdam. Voilà, et il y a qu'une seule version qu'on connaît, celle qui a été enregistrée en public. Les versions studio n'ont jamais été gardées. Eh bien, on dirait la copie conforme d'un traditionnel irlandais. Since Greybirds inform us. Enfin, c'est pas Ah, vous facile à dire. progressez vous aussi, hein. Ah oui, oui, ben là, bon, alors ça veut dire ainsi que les sages nous l'apprennent. Ludwig van Beethoven l'avait transcrite en 1814. C'est un truc irlandais, vous allez voir, c'est chanté, ça date du Moyen-Âge, hein, enfin, vous allez voir, on dirait la même chanson. Vérifions. Il y a les marins qui chantent les rêves qui néantent au large d'Amsterdam. Since dreams in form of our youthful decay and pleasures so strange the blood sweet keep away. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mortes. The song and the dawn, the fire and the fair. Jusqu'à ce que, tout à coup, l'accordéon expire alors, le geste grave, alors le regard fier. Fast for the furlong, catch over their time. Oh, strange, lovely blues until you died
da solo, a summer forsentas an autumn below. To cheer us in me, the remembrance can bring the pleasures of autumn, of summer and spring. Qui leur redonne leur joli corps, qui leur redonne leur vertu, pour une pièce en or. Et quand ils ont bien vu, se plante de nuit au ciel, se mouche dans les étoiles, et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles, dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam. Bravo Serge. Ah non, vraiment. Bravo, et en même temps, je me méfie. Vous n'êtes pas en train de vous moquer de nous. Vous n'avez pas pris des enregistrements qui sont... On y pensait. Non, je vous assure. C'est un ami breton qui m'a envoyé ça hier. Vous lui faites confiance. Oui, j'ai du mal à y croire. Oui. Non, c'est sûr. Serge, je voudrais vous poser une question technique. Quand on arrive à cette perfection dans votre travail, c'est-à-dire que le plagiat Ne est faites évident. pas trop non plus, on n'a pas de quoi l'augmenter. Hein. Non, le plagiat est évident. Il y a quelqu'un qui a signé cette musique. Oui, c'est ça. Et qui touche les droits d'auteur depuis 64, où Brel a chanté Amsterdam. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que les héritiers est-ce qu'on peut dire? Non, ils n'ont pas forcément fait de Vous procès. avez compris que ça existait déjà au début du 19e siècle. Oui. Donc, Oui. qui peut protester contre ça? C'est dans le domaine public. Vous avez recréé une chanson qui est dans le domaine public, c'est tout. C'est ça, c'est domaine public. Et d'ailleurs, Beethoven lui-même ne s'était pas embarrassé des droits d'auteur du traditionnel. Hein. Il l'avait plus ou moins signé, ça se faisait. Marceline Pouchin, je crois, l'avait chanté au XVIe siècle, parce que on regarde l'arbre généalogique de Virginie Pouchin, la candidate française de l'Eurovision, et son arrière-grand-mère a chanté Mais déjà ça. précisez qu'elle n'était pas à ce moment-là en Ardèche, ils étaient en Lozère. Exactement, à ce bah oui, mais évidemment, la migration. Oui, et d'ailleurs, elle avait été, le grand-père avait été décapité, Marcelin. Oui. Marcelin Pouchin. Allez, à demain, Serge Guillado. Bravo, merci. Allez, les 8 dernières minutes avec Marie Laforêt, Gérard Miller, Pierre Bénichou, Paul Vernus, Arnaud Crampon. Oh, une histoire amusante. Tiens, de la bière au robinet. C'est une Norvégienne qui s'appelle Aldis Gundersen. Ah bah, si vous aviez vécu ça, vous auriez été heureuse, chère Marie. Elle ouvre le robinet de sa cuisine le week-end dernier et elle a l'étrange surprise de voir couler de la bière à la place de l'eau. Ah, elle le savait pas? Non, elle le savait pas. Ah oui, bon, c'est étrange. Il se trouve que 2 étages plus bas, les employés et clients du Big Tower Bar, eux, avaient de l'eau à la place de la bière. En effet, par maladresse, un membre de ce bar, de Kristiansund, dans l'ouest de la Norvège, avait branché les tuyaux d'alimentation en bière au conduit d'eau et l'inverse. Ce qui fait que 2 étages plus haut, cette dame, voulant prendre de l'eau à son robinet, a reçu de la bière. C'est rigolo. Ah ouais, mais c'est curieux que ça, voilà un rêve que je pourrais faire. Comment ça, vous n'y croyez pas, Gérard? Vous contestez tout, comment décidément. les tuyaux peuvent... Enfin, écoutez, est-ce que vous pouvez, vous, intervenir sur le tuyau qui alimente l'eau de votre voisin du dessus? C'est extrêmement bizarre. C'est vraiment une vieille installation. Oh bah, ça arrive, regardez, je sais pas, par exemple, on est dans une maison de campagne. Prenons, par exemple, chez moi. Tiens, vous prenez une douche, cher Gérard Miller. Moi, pendant ce temps-là, bah, j'essaie d'ouvrir les robinets et j'ai pas d'eau qui Oui, sort. enfin, parce que c'est le même robinet d'eau. D'ailleurs, je vous demanderai de changer d'horaire la prochaine fois. Non, mais oui, ça C'est voilà. le même robinet d'eau. Bien sûr que la robinetterie, la tuyauterie correspondent. Dans mais un pas- vieil immeuble, c'est Ah ouais. peut-être le cas aussi. Étrange. Chez les Pouchins, il n'y a pas l'eau chaude. Alors là, C'est une, là, on n'a pas de problème de ce genre-là. Est-ce que vous vous rappelez, allez, on se plonge dans le passé. Il y avait un C'est un architecte truc qui vient de célèbre qui François, s'appelait ça. Pouillon, et Oui, qui avait été à un Pouillon. moment donné accusé de diverses malversations. Et alors je me souviens, j'étais enfant à ce moment-là, ça me fascinait. Il paraît que dans son appartement ou son château, je ne sais pas, quand on tournait les robinets, il y avait un robinet de champagne, un robinet de... Et on Oui, racontait ça sur lui. Ça semblait des C'était extravagances même rue absolues. des Ursins, c'est-à-dire sur le quai aux Fleurs. Voilà, le un robinet. très joli truc. Il y avait, paraît-il, des robinets comme ça. Il était marié à une coiffeuse de chez Desanges. Pourquoi c'est votre rêve d'avoir de la bière au robinet? J'adore la bière. Ah oui? Ah, j'adore la bière. Blonde. Blonde très légère. Mais sans plus pression, léger ça serait pas agréable. Si tu ouvres juste le robinet, ce qui est agréable, c'est la pression. Donc il faut que ce soit des Ah, robinets très spéciaux. J'imagine qu'elle avait quand même un peu Mais de bien pression. sûr, on Elle peut devait avoir de faire la des pression. bulles. Viens, ma Elle- chérie, il y aura Oui, de la viens, bière on au va- robinet. Ouais. Oh ouais, oh ouais. Et il y aura de la pression. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Pierre? Vous êtes en train de draguer Marie Laforêt en lui proposant de la bière au robinet. Non, je veux lui dire mon amour une fois de plus. Et elle le sait, mais j'ai de temps en temps des regains. Mais est-ce que tu conclus par Certains ça disent que vous avez Non, déjà mais- le robinet non, en bière, mais... Jamais.
Parlons du douanier Rousseau qui est exposé au Grand Palais. 50 toiles du peintre naïf. Un artiste, et ça moi je l'ignorais, méprisé de son vivant. On allait Comme voir... presque tous les artistes, hein, d'ailleurs. C'est vrai. On allait voir ses expos pour se marrer. Moi j'ignorais ça. Oui. Non, c'est faux. Ah bah c'est ce que raconte tout. Le douanier Rousseau est un type qui n'est jamais allé. Qui n'a jamais été douanier. Qui n'a jamais été douanier. Même s'il était employé par les douanes. Et qui n'a jamais peint sur le motif, mais qui avait une imagination délirante et qui faisait des tableaux naïfs de la jungle avec des tigres et des choses comme ça. Et c'était un peintre du dimanche qui a été tout de suite adopté par les surréalistes, qui en ont fait une vedette beaucoup plus, d'ailleurs, qu'il n'aurait mérité sans doute. Voilà. Le douanier Rousseau a été quelqu'un qui a été, au contraire, une gloire parisienne, peut-être au 2e degré. On disait quel grand peintre, peut-être en se marrant. Mais il y avait des gens qui s'en moquaient, ça c'est certain. Mais ça a été une vedette de la peinture. On va pas en faire non plus un nouveau Van Gogh qui n'a pas vendu d'étoiles, au contraire. Ah bah quand même, on nous dit qu'il est mort pauvre. Isolé. Non, vraiment, je vous jure, Pierre. Oui, non, il est artiste maudit. Non, sans être maudit, il était un peu ridicule. On le considérait comme un ridicule. Mais en même temps, on trouvait qu'il avait un talent de décoration. Bon, mais Bénichou revient sur ce qu'il a dit. C'est pas grave. C'est peut-être pas de son vivant. C'était l'idole des surréalistes. Peut-être il les a précédés de 5 ans. À quelle année il est mort? Est-ce que vous avez ses dates de naissance et de mort? Il est mort sans le sou, à 64 ans en 1910, et a été enterré dans l'application est là. Il est donc avant le surréalisme. Et a été enterré dans la fosse commune à Bagneux. Ben oui, c'est donc. Le surréalisme, c'est donc 15 ans plus tard que les surréalistes l'ont redécouvert. Et voilà. Henri Rousseau, c'était son prénom était Henri. Je voulais dire que dans les ventes, il dépasse. Il y a des tableaux de lui qui dépassent le million d'euros. Je vais aller voir parce que je connais pas bien tout. C'est d'ailleurs rigolo le douanier Rousseau de l'avoir surnommé ainsi. Alors il était en fait gablou à l'octroi de Paris. Hein. C'était exactement sa profession. Il y a bien le facteur cheval. Le facteur cheval et le douanier Rousseau qui ont été tous les deux justement des gens qui sont Ils sont hors mode, hors courant. Ce sont des artistes totalement atypiques, des artistes singuliers. Et que tous les deux les surréalistes ont mis à la mode. Bobino, puisqu'on est dans les établissements parisiens, va défier le Lido. C'est Gérard Louvain qui a racheté la salle. Ça, vous nous l'aviez... j'avais donné en première. Il l'avait racheté à Bouvard. Annoncé il y a quelques semaines. Et il veut en faire, Bobino, un haut lieu de référence des nuits et des fêtes parisiennes, en concurrence directe avec le Lido et le Moulin Rouge. D'ailleurs, l'établissement sera rebaptisé Bobine. Bobine O. Voilà, exactement. Vous entendez mal en ce moment. Mais vous avez tout alors. Ouais, je sais tout. Non, Bobine apostrophe O. Exactement. Bobine apostrophe O. C'est intelligent. C'est bien trouvé. Hein. Ce qui serait bien, Laurent, c'est que cet établissement rappelle la belle et grande époque de Jean-Marie Rivière. C'est ce qu'il veut faire. Il dit qu'on va retrouver les plus belles filles, les plus beaux garçons et les travestis les plus surprenants dans cette salle. Encore un claque. Où 70 artistes seront recrutés et ils seront également serveurs. C'est-à-dire qu'à la fois... c'est ça. C'est ce qu'on faisait à l'Alcazar, ce que faisait Rivière à l'Alcazar. Mais quand même, c'est triste parce que Bobino, ça a été le haut lieu de la chanson française. Et il faut rendre cet hommage à Bouvard, c'est que quand il a racheté Bobino, lui, qu'il a fait reconstruire à côté, puisque le vrai Bobino a été détruit, c'était aussi une tentative pour qu'il y ait un peu de théâtre, un peu de théâtralité de la chanson qui était là. Tandis que maintenant, ils vont faire un truc pour Américain avec des travestis épatants. Pas du tout. Je vous coupe la parole. Il va reprendre l'esprit de Jean-Marie Rivière et ça n'a rien à voir avec les Bluebell Girls du Lido ou du Moulin Rouge ou d'ailleurs. Il va y avoir un esprit. Voilà. Et ça, je pense que Louvain peut le réussir. Il va y avoir un esprit. Oui, alors je vous fais confiance à tous les deux. Là. Non, moi j'ai rien à faire dans cette affaire. Alors là, vous me lâchez un peu. J'ai rien à faire là-dessus, je le pense. Quelques brèves de Charlie Hebdo. Les troubles de l'audition touchent 5 millions de personnes. Nous rappelle Charlie Hebdo. On comprend pourquoi Florent Pagny continue de vendre des albums, dit Charlie. C'est assez méchant parce qu'il chante plutôt bien Pagny, mais c'est quand même drôle. 1968 recommence, dit Charlie Hebdo. En 68, les étudiants manifestaient contre le travail. En 2006, ils manifestent contre le chômage. C'est pas tout à fait faux, ça. C'est bien vu quand même. C'est bien vu. La marche de l'empereur a décroché un Oscar. La marche des manchots n'a toujours rien décroché. C'est logique aussi, ça. Et puis Nicolas Sarkozy qui a offert le dictionnaire des philosophes à Aimé Césaire lors de son voyage. Pas Aimé Césaire. J'ai dit Aimé Aimé Césaire, pardon. Je dis que des conneries en ce moment. Non, mais non. Tant que c'est mon
ton influence, Mais hein. non. Je bafouille. Ouais. Hier, alors que je connais très bien le Rat Pack, j'ai dit le Patrac. Mais ce sont des lapsus. Mais c'est terrible. Alors, ils sont- Nicolas Sarkozy a offert le dictionnaire des philosophes à Aimé Césaire lors de son rêve. C'est qu'Aimé Césaire avait refusé dans un premier temps de voir Nicolas Sarkozy. Là, enfin, ils ont pu se rencontrer, même s'il l'a appelé, vous avez vu dans les journaux, il l'a appelé Laurent Sarkozy au lieu de Nicolas Sarkozy. Bon, il est âgé, s'il faut dire, Aimé Césaire. Et Sarkozy lui a offert ce dictionnaire et Charlie ajoute... Faut dire que Sarkozy a acheté ce dictionnaire en catastrophe au duty free de Roissy. C'était ça ou une tablette Toblerone. Mais c'est... Dites, pour terminer, on n'a pas eu le temps de parler du PSG, mais enfin, ça y est, ils ont gagné. Enfin, Ah, ça y le est. signe indien a été vaincu. Jean-Luc Bien sûr. Lemoyne, hier soir, devait être en joie 3-0. Là, c'est pas une petite victoire. Bon, ils ont eu un peu de mal quand même, hein, mais, voilà. Et 2 buts de Paoletta. Là, voilà. Ça y est, le Paris Saint-Germain triomphe. Ils ont enfin battu un club de 4e division. Et vous arrivez- Vous avez regardé le PSG hier, Pierre? Non, j'ai pas pu. Vermus. Non, moi je regarde jamais le football. De toute façon, hier, je regardais les bronzés pour la 12e fois. Et C'est j'ai- pas T'as vrai. compris? Au bout de la 12e fois, oui, ma chère Marie. C'est vrai qu'ils rediffusaient encore les bronzés hier. Oui. Et on s'en lasse pas, même si ça a pris un petit coup de vieux. Non, ils ont encore fait un carton, d'ailleurs, à l'audience. Eh ben, moi, j'ai regardé pour la première fois quelques minutes de foot parce que pour la première fois, grâce à vous, si j'ose dire indirectement, au dîner que vous aviez organisé avant-hier, Roger Isabelle m'a expliqué ce que c'était qu'un hors-jeu. Et je ne savais pas ce que c'était qu'un hors-jeu au foot. On dit pas Il un me l'a hors-jeu, on dit un hors-jeu. Un hors-jeu, il m'a expliqué ce que c'était, donc j'ai essayé de voir comment c'était possible, cette histoire incroyable de hors-jeu. Quand on connaît les règles du Oui. foot, c'est beaucoup plus intéressant. Ah oui. Ah oui. Oui, ça, je Ça, c'est sûr. C'est sûr. Ah non, mais c'est vrai, le hors-jeu, c'est génial, c'est Oui. qu'il faut toujours, Non, bah, vous n'allez effectivement... pas nous expliquer. Oui, mais le nous, reste. on sait ce que c'est. Tout le monde sait ce que c'est. Oui, Gérard, ce oui. qu'on aimerait, nous, dans le football, c'est que vous restiez hors jeu, justement. Et on se retrouve demain à 16h30.